Bien ou bien, elle fait plaisir cette victoire de la France contre l'Australie, tu trouves pas? Franchement, j'ai eu l'impression de retrouver l'équipe de France et ce qui fait son efficacité depuis 2 ans. Tu vois ce dont je parle? Ce pragmatisme et cette efficacité dans la gestion du tempo d'un match. Tu es réaliste quand tu vas dans le camp adverse, tu fais pas des voyages à vide. Et puis une fois que tu as pris le score, là tu peux te permettre d'envoyer du jeu. Et ouais, on est dangereux quand on commence à jouer à la baballe, on est même très dangereux. Le résultat, il est vraiment chouette, mais quid du contenu? Parce que vous le savez, je suis un éternel insatisfait et ça fait 2 mois que je dis attention à l'Australie, attention à l'Australie. Et là, ils prennent 40 points. Vous me dites, mais t'es pas sérieux, Charles? En fait, ta chaîne, tu sais même pas de quoi tu parles. Schlapp, on leur a mis 40 points dans la musette et on n'a pas vraiment l'impression d'avoir été inquiété. Alors, est-ce que ça, c'est juste une impression ou est-ce que c'est la réalité? Quand je regarde un match, je vous le dis souvent, c'est un petit peu comme une histoire. Chaque match, c'est un livre sur lequel il va y avoir des péripéties avec sa propre histoire et tous les matchs, ils sont différents. Alors, sur l'analyse de ce match, je vais tenter de rester factuel et évidemment bien subjectif puisqu'une analyse, ça a quand même une part d'interprétation et c'est mon interprétation que je vous donne, c'est pas la vérité. On y va? Pendant le tournoi Destination, tout le monde s'est interrogé sur Thomas Ramos. Est-ce qu'il a le niveau? Peut-être. Bon, on peut s'accorder sur le fait là qu'il a mis tout le monde d'accord. Et quand Ntamak s'est blessé, on a commencé à parler de Jalibert. Oui, mais Astoy a peut-être un profil un petit peu plus similaire à Ntamak et Jalibert, nanani, nanana. Jalibert, il est numéro 2, il passe numéro 1, ça semble normal. C'est quoi le souci? Sa défense par rapport à Ntamak, ok, il défend peut-être un petit peu moins bien que Romain. Mais les 10, ils sont pas là pour défendre très bien. Alors ouais, vous me l'avez mis dans les commentaires et vous avez eu raison. Wilkinson, c'est vrai que c'était un grand défenseur. Mais qu'est-ce que t'attends d'un 10? Tu leur demandes pas d'être bouché en défense. Bien sûr que tu vas leur demander de plaquer. Ça fait partie des actions du rugby que tout le monde doit maîtriser. De la même manière que les piliers doivent savoir faire une passe. Mais c'est pas les actions premières qui vont t'intéresser chez les piliers. Tu leur demandes pas de savoir gérer un 4 contre 3 à pleine vitesse avec 25 mètres de largeur, tes piliers. Tes piliers, tu leur demandes d'être forts en mêlée, d'être des gros rockers et si possible, des gros porteurs de balles qui vont réussir à générer des micro-avancées ou de l'avancée. S'il sait le faire, tant mieux. Mais s'il sait pas le faire, c'est pas la fin du monde. Et ben les 10, c'est la même chose, c'est-à-dire que si c'est très bien plaqué, tant mieux. Si c'est pas sa prédominance et qu'il n'a pas une appétence particulière pour le domaine du plaquage, à la limite, c'est pas grave s'il est fort dans les secteurs sur lesquels on a envie que le 10 soit fort. Et puis quand tu te défends à l'ouverture, t'es quand même très souvent exposé. C'est en défendant, non, que Ntamak qui se fait les croisés, il me semble. Et ben comment tu fais si ton 10 il défend pas? Et ben tu peux toujours t'adapter en trouvant des solutions, en le faisant défendre à l'aile. Il y a des équipes qui mettent leur ailier en position de 10 pour défendre sur les phases statiques, par exemple. Alors on passe sur le match là. En début de match, sur une pénalité à 25 mètres de l'embut adverse, les Français ils décident de prendre la touche à 0-0. Alors là on sort du côté pragmatique, ce que je vous disais où les Français ont été très pragmatiques en prenant les points. Là, bam, ils vont en touche. Mais alors pourquoi cette touche et quel est le rapport avec le numéro 10? Eh bien les 10, tu les cibles tout simplement. Et là quand tu prends Danty lancé à 5 mètres de la ligne et que t'es 10, je peux te dire que c'est vraiment pas rigolo. Et c'est ça qui amène le premier essai français. Le 10, plus il va prendre des coups, plus il va subir, plus son degré de lucidité va diminuer, il sera moins précis sur ses jeux au pied, il va peut-être jouer plus loin de la ligne d'avantage, plus il va prendre des coups, subir des collisions, devoir faire des plaquages, plus il va perdre en lucidité et tu vas l'user. Sa concentration, elle peut diminuer, sa qualité technique, ses aptitudes de lecture de situation. Donc le 10 adverse, tu le vises. Ça, c'est un principe de base. Et notamment quand tu as un jeune 10 comme Gordon. Et Gordon, je pense que c'est un joueur en plus qui ne s'échappe pas au plaquage. Et donc, je ne sais pas si ça fait partie de la stratégie sur le match de l'équipe de France, mais ils sont allés le chercher tout le temps. Quand tu prends ce lancement de jeu de la France, c'est pas du tout un lancement de jeu en lecture, c'est simplement un lancement de jeu en intention sur lequel tu cherches à prendre la ligne d'avantage le plus rapidement possible sur une opposition qualitative. Tu opposes les qualités de ton ailier Damien Penaud, qui est, on peut se le dire, une brutasse sur les qualités athlétiques d'appui et de vitesse, et les qualités défensives du 10. Tu peux légitimement supposer que le 10 sera consommé dans la phase de plaquage. S'il est consommé, tu as une chance sur 2 qu'il se relève à gauche ou à droite. Avant, on demandait au 10 qui sortait d'un plaquage sur lancement de recharger sur le côté source, donc à l'opposé du lancement de jeu. Mais quand je regarde Gordon, quand il se relève, il recharge sens. Je vais faire attention sur les prochains matchs, savoir si c'est un repère spécifique à certaines équipes, ou si le jeu et les repères, ils ont évolué et qui fait que maintenant le 10 doit aller alimenter sens. Ou peut-être qu'il va alimenter du côté là où il va sortir sur le plaquage. Une chose est sûre, c'est que quand tu te relèves après un plaquage, tu as 2 options. Soit tu te relèves à gauche, soit tu te relèves à droite. Mais s'il se relève du mauvais côté, tu as une chance sur 2 pour prendre une deuxième lame dans les dents. Et ouais, il y a les avants qui viennent circuler. Et là, ça se complique pour les 10, même si tu sais plaquer, quand tu dois enchaîner 2 plaquages, dont un sur Aldrit, il est possible que tu perdes en efficacité. Et là, c'est très intéressant parce que à ce moment, il y a 2 joueurs qui sont sur Aldrit. Il est clairement isolé.
S'il y a un passage au sol, tu perds la possession de la balle. Le premier soutien français, il est à 3 ou 4 mètres et c'est Dupont, alors que le troisième défenseur australien est à 2 ou 3 mètres. Il y en a un qui est en bas, un qui est au niveau du ballon et un qui est à 2 ou 3 mètres. Et comment, dans une situation comme ça, qui est clairement défavorable normalement pour la France, on se retrouve avec une occasion d'essai? Parce que la question, elle est là tout simplement. Comment tu fais sur une situation défavorable pour te retrouver avec la possibilité d'aller marquer? Je vais essayer de la faire courte parce que j'ai beaucoup étudié les attitudes au contact pendant 2 ans. Dans la partie membre, je présente 2 ans d'études et de recherche d'exercices sur les attitudes au contact et les processus décisionnels pour essayer d'optimiser ton jeu. Donc je vais essayer de simplifier très vite en 15 secondes pour te faire un briefing de 2 ans d'études et de quelques paires d'heures de vidéos qui sont en préparation. Les attitudes au contact, elles sont différentes en fonction de si tu es dans un jeu structuré avec ton système de jeu ou dans un jeu déstructuré, puisque les objectifs recherchés ne vont pas être les mêmes. En fonction de si tu as l'initiative sur le contact ou non, en fonction de la façon dont tu tiens le ballon, si le ballon va se retrouver côté contact ou côté opposé au contact, c'est pas les mêmes attitudes et c'est pas les mêmes sorties. Et aussi en fonction de la circulation de tes soutiens, en fonction de si tu as gagné, perdu la ligne d'avantage, si tu es sur la ligne d'avantage et comment vont circuler tes soutiens. Et tu as surtout des repères de philosophie à suivre. Et c'est là où ça m'intéresse, cette action que je trouve géniale. Et en me repassant cette action pour essayer de savoir le pourquoi du comment, ok, Aldrit il arrive pour mettre une deuxième couche sur le 10. Peut-être que quand tu concoctes ton lancement, tu te dis, en fait il y a une chance sur 2 que je revienne sur le 10 et si je peux l'aplatir une deuxième fois, feu. Mais s'il est pas là, tant pis. Mais quand tu regardes l'attitude de Aldrit sur l'homme, il n'a pas la volonté de gagner du terrain. Quand le second défenseur vient l'impacter en haut, il se retourne instantanément pour faire vivre le ballon. Pourtant, on a gagné du terrain par rapport au lancement sur la mêlée. Dans un premier temps avec Penaud, puis ensuite avec Aldrit. Mais là-dessus, sur le repère des joueurs en équipe de France dans cette situation, et souvent quand ils basculent sur du jeu pénétrant ou axial, c'est de chercher à faire vivre le ballon dans l'axe. Le porteur de balle, il est isolé, mais tu sais que la défense, elle n'aura pas pu circuler. Sur le lancement, regarde, tu consommes le 10 et le 12 adverse. Sur le temps N+1, tu reviens sur le 10 qui a quand même fait l'effort de se relever ultra rapidement pour être disponible, et en même temps, tu prends le 13 avec ton 8. Le 7, il voulait circuler, mais il n'a pas la possibilité de circuler, car tout le monde est en retard côté Australie, et il doit fermer l'intérieur du ruck. Et tu te retrouves avec un surnombre. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand même, l'équipe de France est systématiquement allée chercher Gordon. Et même si c'est un sacré défenseur, parce qu'il s'est pas échappé, et waouh. Mais je pense que le jus qu'il a lâché sur ses phases de combat, il le paye notamment en fin de match dans les 20 dernières minutes. Alors oui, Mathieu Jalibert, c'est peut-être pas le plus grand défenseur, parce qu'on partait quand même de Mathieu Jalibert à la base. Mais en attendant, ses qualités, elles sont ailleurs. Son jeu au pied, on en parle. Dans un match, il y a toujours des trucs qui te choquent. Et moi, ce qui me choque, c'est ce coup de pied, cette pénale touche qui te trouve. Il te met un coup de Satan, tu fais waouh. J'avais pas le souvenir en tout cas que Jalibert, il avait un coup de pied comme ça. Et surtout, en fait, il m'a donné cette impression de gérer le rythme et le tempo du match. De la même manière que Ntamak, il arrivait à gérer ce tempo du match. Et même Ntamak, il en a pris plein les dents en disant on n'envoie pas assez de jeu et tout. Tes matchs, tu les gagnes. En première mi-temps, on limite les prises d'initiative et le nombre de ballons qu'on joue. Par contre, on prend le score et en revanche, les ballons qu'on décide de jouer, on les joue à fond et on les joue bien. Et ce qui est important dans la façon dont l'équipe de France, elle joue, c'est pas le temps de possession que tu vas avoir, contrairement à des équipes comme l'Écosse ou l'Irlande qui, elles, ont cette volonté de posséder le ballon pour pouvoir être efficace et déstabiliser les défenses en multipliant les séquences de jeu. La France, nous, ce qu'on cherche, c'est avoir de l'efficacité sur les ballons qu'on aura décidé de jouer. Et j'ai vraiment cette impression qu'il y a ce tri en permanence qui est fait sur les situations, mais on sélectionne les ballons qu'on va jouer. Maintenant, on va relativiser le résultat. À la mi-temps, on mène 16-5 et l'Australie, elle a été extrêmement indisciplinée, mais comme nous, on prend 2 bras cassés sur touche, c'est du jamais vu. À la différence que elle a raté 8 points au pied et elle perd 2 occasions de scorer dans nos 5 mètres qui se retournent avec une pénalité contraire. Et pour moi, sur la première mi-temps, c'est ce qui est paradoxal, on mène 16-5, mais c'est eux les plus dangereux. Nous, on a eu moins de séquences où on a été dangereux. Et on est devant au score, non pas parce qu'on joue mieux, mais parce qu'on est plus pragmatique et qu'on a un buteur en réussite. Et là, il va y avoir cette action qui, pour moi, est le momentum du match et qui soit peut permettre à l'Australie de revenir, et en fait derrière ça a viré au carnage. Car à ce moment-là, l'Australie, elle est encore dans les clous et elle est plus dangereuse que la France sur ses possessions. En défense, on a une particularité dans l'équipe de France, c'est qu'on a cette capacité à retarder les soutiens offensifs et à faire en sorte de couper la connexion porteur de balle, soutien offensif. Si tu arrives à couper cette connexion entre le porteur de balle et les soutiens offensifs, quand le porteur de balle va passer au sol, les soutiens offensifs ils vont tarder à venir sur la zone et potentiellement tu vas pouvoir soit contester le ballon, soit contre-roquer ou te replacer et t'organiser en défense. Et cette action, qui est le momentum du match, pour moi, elle est significative de cette efficacité de la France dans ce secteur,
mais elle est à la limite du règlement. L'Australie, elle a une possession intéressante. La défense française, elle est placée. Skelton, il va venir agresser, car on peut tous s'accorder sur le fait de dire que c'est un sacré porteur de balle. Ses soutiens offensifs, ils sont collés. Ils sont même pas à 50 ou 70 cm de lui. Quand on met arrêt sur image, leurs bras sont déjà sur Skelton. Et là, vous vous souvenez de ce dont j'ai parlé dans la vidéo sur les secrets de la défense du 15 de France. Un bon titre putaclic, mais qui n'a pas tant bien marché que ça, alors que pourtant, il y a des infos ultra intéressantes dedans. Si tu l'as pas vu, je t'invite à voir le lien et tu vas comprendre en fait beaucoup mieux ce qui se passe sur cette action. Olivon, il monte fort et il plaque en jetant son corps dans le camp australien. Pas de souci, il est plaqueur, il a le droit. De par sa position, il gênera l'arrivée des soutiens offensifs. Mais il a le droit, il est plaqueur, t'as le droit de plaquer. Flamand, il va aussi venir au plaquage sur Skelton. Mais il ne va pas tenter de l'empêcher d'avancer. Parce que d'un côté, Skelton, quand il décide d'avancer, t'as beau essayer de le bloquer, il pourrait essayer. Mais tu te dis que c'est pas la façon la plus efficace de défendre. Donc il va pivoter pour descendre au niveau des jambes et il va terminer avec son corps dans le camp australien. En faisant ça, il va couper directement la connexion entre Skelton et McWright. Et en fait, il va venir, involontairement ou pas, je ne suis pas sûr que ça soit involontaire, il vient intervenir sur McWright qui était juste collé à Skelton. Donc il décolle le porteur de balle et son soutien qui jusque-là sont collés. C'est extrêmement bien joué pour couper les connexions offensives. Et alors là, Will MC, il fait une chose qu'on voit de plus en plus, mais qui pour moi est illégale. Dites-le moi dans les commentaires s'il y a des arbitres, et je parle pas des gens qui s'improvisent arbitres en mettant des commentaires, non mais toi tu te prends pour qui, faut que tu revoies le règlement. Le règlement, déjà les pros ils le connaissent pas, les arbitres, souvent au niveau amateur, ils le connaissent pas non plus, donc je fais ce que je peux les gars, et les filles. Et donc on a Will MC, il est pas hors jeu tant qu'il n'y a pas de phase de plaqueur plaqué, mais quand il y a la phase de plaqueur plaqué, il vient pousser le soutien extérieur et il le fait tomber. Donc autant Olivon et Flamand, ils déconnectent le soutien offensif intérieur, ça il n'y a pas de souci, mais sur le soutien extérieur, je ne comprends pas la tolérance. Derrière, évidemment que tu ne peux plus venir conserver le ballon. Tu as Flamand et Olivon qui sont allongés dans le camp australien, tu as un Australien qui s'est fait pousser, qui est donc au sol, et Will MC qui traîne dans le coin. Et la façon dont Will MC termine sur le ruck, c'est invraisemblable. Sérieusement, si tu le regardes, il vient s'allonger au calme sur l'Australien. Tu prends l'image comme ça, tu te dis, il attaque dans l'autre sens, c'est pas possible. Bon, et quand même une petite dédicace sur Will MC parce que c'est mon chouchou, c'est le deuxième ligne, tu vois. Il fait cette action, il peut prendre une pénalité, et s'il prend une pénalité, il n'y a pas scandale du tout, et même je dirais que c'est mérité. Mais par contre, il le tente, l'arbitre il laisse faire, mais il n'y a pas de souci. Et la dédicace, elle est pas pour ça, c'est qu'on recommence à retrouver pour moi le Will MC que j'adore. Celui qui sur touche arrive et te met des énormes placards au neuf. Allez, celle-là, elle est cadeau et elle fait plaisir. Et une minute plus tard, tu vas voir Penaud qui sur un contact, pareil, se laisse emporter dans le camp australien tranquille pour tomber chez eux. Et ce qui me dérange, c'est pas que ça marche pour la France, parce que tant mieux, ça veut dire qu'on est ultra efficace dans ce secteur, sur le secteur défensif. Ça fait partie de nos attributs quand même, la défense en équipe de France. Mais ce qui me dérange, c'est le seuil de tolérance des arbitres sur des actions comme ça. Il y a des arbitres qui mettront une pénalité contre la France et des arbitres qui ne diront rien du tout. Et pour moi, ce moment, c'est le momentum de l'Australie où ils perdent le match. Pourquoi? Parce que c'est leur 4e possession qui a 5 mètres de l'embut français. Il y en a eu 2 en première mi-temps où ils prennent 2 pénalités contre, mais il y a que les musées qui vivent du passé, tu passes à travers. En revanche, là, t'es début de deuxième mi-temps, t'as la main sur le ballon, t'as la main sur le match et tu te fais contester un ballon comme ça. Et le deuxième, tu as un jeu au pied qui est pas efficace ou tu m'en touches. Et pour moi, c'est le momentum ça. Et alors là, ils prennent le carton jaune juste après et c'est carnage. Et la France, on a été pragmatique sans briller, mais on mène 19-5. On mène 19-5 au calme. Sauf qu'une fois que tu as pris le score, tu permets sur les réceptions de coups d'envoi de ne pas inverser la pression directement au pied, de jouer des séquences, de jouer des possessions. Et là, nous, on est extrêmement dangereux quand on joue au rugby. Et surtout, on sanctionne tout. N'importe quelle erreur de placement, n'importe quelle faute australienne, on sanctionne. Déjà, on a des joueurs qui, je pense, à mes yeux, sont excellents, mais ils maîtrisent le match. Et quand je dis excellent, c'est regarde les actions. Tu as des actions, le coup de pied de Jalibert sur l'essai de Villiers, on en voit très peu des petits jeux au pied comme ça par-dessus dans cette zone, puisque si tu mets un jeu au pied par-dessus, le temps de suspension du ballon permet généralement à la défense de venir intervenir ou de pouvoir se replacer. Tu vois beaucoup plus des rasants pour mettre la pression, mais c'est magnifiquement joué et ça va à l'essai. Tu vois le coup de pied de Ramos, la façon dont il tape le ballon, tu sens cette maîtrise de leur corps, des gestes techniques qui sont juste incroyables, et quand ils sauvent ce ballon en touche, tu dis waouh, cool. Et donc là où tu as mis 20 points à l'Australie sans spécialement briller en
en un petit peu plus d'une mi-temps, bah en fait là au bout d'un moment tu as 20 points d'avance ou 15 points d'avance, tu commences à jouer. Et quand je dis que tu sanctionnes toutes les erreurs de l'adversaire, c'est vraiment tout, c'est-à-dire que tu prends l'essai de Penaud. Lequel? Le second. Il n'y a pas réellement de décalage dessus, tu pars sur une phase de contre-attaque après un jeu au pied australien, t'as Jalibert qui décide de remettre de l'avancée, ok. Tu sais que sur les principes de contre-attaque, une fois que tu as pris le centre, bah, t'essayes potentiellement d'aller attaquer les couloirs parce que c'est là où il y aura plus d'espace, mais il n'y a pas réellement de décalage. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la sortie elle est lente, donc défense placée, et là t'as Nawaka Nitawase qui décide juste de décrocher un petit peu parce que lui il est aussi dans son rôle de couvrir le terrain, et là tu vois juste Penaud qui vient sur le côté et qui appelle clairement et qui dit elle est bonne à jouer, elle est bonne à jouer, il se rapproche de 2 pas, il lui donne l'info. Et là, tu as une passe un petit peu saucisse merguez de Ficou qui est flottante pour Penaud qui est dans l'espace libre. Et Penaud, on en revient toujours à la même chose. Les ailiers, tu leur demandes d'aller vite. Penaud, il va très vite. Et donne-lui de l'espace et un ballon. Et lui, il va se faire plaisir. Et pour moi, c'est vraiment la grosse force de ce 15 de France. C'est de réussir à être pragmatique. Tu arrives à gagner dans différentes configurations et à gérer le tempo des matchs. Ce qu'on n'a pas forcément senti sur les 3 premiers matchs, mais c'est des matchs de préparation. Là, tu sens que ça commence à arriver. Et l'objectif, c'est que ça soit surtout opérationnel pour la Coupe du Monde. Et c'est ce qui faisait pour moi cette grande force du 15 de France pendant le Chelem 2022, c'est que tu sais ce que tu vas faire, quand tu vas le faire et pourquoi tu vas le faire. Les mecs, ils ont confiance en eux. Tout ce qu'ils font, c'est analyser et réfléchir. Et là, j'ai l'impression de retrouver cette sérénité, en fait, ce qui vraiment pour moi fait le cœur d'une équipe. Tu prends un essai, tu te regroupes en cercle et tu dis, ok, non, là on sort au pied. Ok, maintenant on va commencer à jouer, on lâche les chevaux, on se fait plaisir. Et un match que tu domines pas, tu es capable de le gagner. Et ça, c'est important pour une compétition parce que tu peux pas dominer tout le temps tes adversaires. Un gros merci à tous ceux qui me soutiennent, vraiment je vous le dis pas souvent, ça me fait plaisir, j'ai beaucoup de bons retours et de bons commentaires, j'essaye de répondre un maximum aux commentaires et malheureusement au bout d'un moment j'explose, j'ai désinstallé l'application YouTube, sinon je passe trop de temps à regarder en fait les trucs sur YouTube. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore le cas et de lâcher un petit pouce bleu, c'est comme ça que tu peux soutenir la chaîne ou en partageant à tes collègues, tes amis. Si tu veux me soutenir, tu peux rejoindre la partie membre et si tu es entraîneur dans la partie membre, il y a beaucoup d'explications analytiques sur le rugby et je t'apprendrai peut-être rien, mais peut-être que tu apprendras des choses et c'est pas des choses que j'invente, je me base uniquement sur le rugby pro et j'essaye de l'analyser et c'est un travail que tu pourrais faire, sauf qu'en fait bah, si tu t'abonnes c'est pour éviter ces dizaines ou centaines d'heures à passer devant ton PC et avoir le contenu brut directement. Moi ça permet de me soutenir et en fait tout simplement de continuer à pouvoir produire des vidéos et essayer de partager ma vision du rugby ou en tout cas ce que je comprends du rugby. Et puis on se revoit en die. Allez topette.